Ça s'est mal passé. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Voilà. D'accord. Absolument sans rien, parce que contractuellement parlant, j'ai rien signé. J'avais aucune part dans la société. À savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas de logement. Je suis allé à Decathlon, j'ai acheté un matelas gonflable et je dormais donc dans ce local-là, entouré de la gazinière, des frigos, etc., etc. Pour résumer en 2 mots, c'est ce qui a fait aujourd'hui l'envie de venir m'installer ici. C'est surtout l'humain qui m'a un peu déçu, qui m'a énormément déçu. Salut Habib, ça va ou quoi? Salut Michael, ça va et toi? Ouais, tu vas bien? Ça va impeccable. Alors, pour commencer, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Parti de rien. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'est un honneur. Moi qui te suis depuis longtemps, c'est un honneur de faire partie de En tout cas, ça me fait très plaisir. Donc, c'est reparti. Épisode 3 du podcast Parti de rien. Aujourd'hui, nous avons Habib comme invité. Habib, alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. Si tu peux te présenter en quelques mots. Écoute, voilà, Habib, j'ai 29 ans. J'habite actuellement sur Toulouse. Donc, je suis venu en vacances avec madame et enfants pour passer un peu de temps en famille. Et j'ai eu l'occasion du coup de te rencontrer réellement parce que ça fait quelques temps que je te suis. Et donc, voilà, dans la vie, Tu es né où? je suis entrepreneur. Je suis né en Tunisie. Ouais. Voilà, je suis venu très tôt, à l'âge de 5 ans, ici en France. Donc, À Toulouse? non, à Paris. D'accord. À Paris, ensuite j'ai fait un peu toutes les villes de France et j'ai fini sur Toulouse, la ville rose comme on dit. Donc voilà, je m'y plais plutôt bien. Je suis assez à l'aise là-bas. Et donc voilà. D'accord, donc tu as 29 ans, tu es né en Tunisie, tu as déménagé sur Paris, après tu t'es installé sur Toulouse. Exactement. C'est là-bas que tu as rencontré ta femme. C'est tout à fait ça. Et c'est là-bas que tu as débuté l'entrepreneuriat ou... Ah non, pas du tout. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. J'ai fait, bien évidemment, juste avant, je travaillais un peu dans les livraisons, pizzeria, dans la pizzeria, un peu dans tout, un chronopost, les métiers classiques. Hein. Et en définitive, j'ai eu la chance un jour de faire, donc il y a 10 ans en arrière, une formation dans le télécom. Donc plus précisément dans la fibre optique, maintenant tout le monde connaît. Hein. Et donc c'était les débuts de la fibre, donc j'ai eu l'occasion de le faire et en définitive, je me suis intéressé à ce métier-là et je me suis mis en auto-entrepreneur à ce moment-là. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont dans la fibre, pas mal de personnes qui se sont lancées dans cette branche-là parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Le marché il était vraiment intéressant. C'est ça, à l'époque. À l'époque, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. De toute façon, on en reparlera au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un marché porteur. Il y avait pas beaucoup de concurrence. Il y avait énormément de potentiel de développement. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un marché complètement saturé. D'accord. Donc toi, tu estimes que tu es rentré au bon moment dans le marché du télécom? Oui, au bon moment, oui. Alors, et comment ça s'est passé? Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Alors, c'est quelqu'un qui a eu la gentillesse de me dire voilà, je te trouve intéressant comme profil. Si tu veux, je te forme dans le métier de la fibre optique. Fibre optique, je ne savais même pas ce que c'était. À l'époque, il y a 10 ans en arrière, pour moi, j'allais travailler dans un truc, dans un centre, un magasin à lunettes. Parce que pour moi, optique, c'était lunettes. Donc, moi, je cherchais un travail à ce moment-là. J'ai dit, OK, pourquoi pas. Et au final, je me retrouve sur le terrain en train de tirer du câble. Rien à voir. Et donc, de là, les premiers jours, c'était très compliqué parce que je comprenais absolument rien. Et au fur et à mesure, avec la volonté, de là, ça devenait intéressant pour moi. Surtout que les premiers jours, c'était très compliqué. Et en plus, la formation elle a été faite à Paris. À Paris, c'est impossible de prendre la voiture le matin. Donc, il fallait être à 8 heures chez le client, en plein Paris. Impossible de prendre la voiture. Donc, je prenais les transports. Il faisait très, très froid à l'époque où j'ai commencé ma formation. Il faisait extrêmement froid. Donc, je prenais les transports le matin. Et tu sais, sur Paris,
après, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais sur Paris, il y a plein de centres de laverie pour les habits. Et à chaque fois, je cherchais, donc la veille, j'avais l'adresse pour le lendemain, et je cherchais la laverie la plus proche pour me mettre au chaud, parce que j'arrivais toujours en avance, 1 heure à l'avance à peu près, pour jamais être en retard. Et je cherchais la laverie, le point chaud pour m'installer là-bas et attendre justement la personne qui va me former. D'accord, ouais, Voilà. bah, écoute, bah, déjà, tu avais déjà été stratégique à l'époque. C'est ça. Alors, bah, écoute, ça montre déjà bah, quel profil, tu es. Ça montre que tu as très vite compris que pour avancer dans la vie, bah, Il faut se donner les moyens. il fallait passer par des sacrifices. Et ça, on va en parler parce que le sacrifice, c'est l'histoire de ma vie. Je pense que c'est l'histoire de la tienne aussi parce qu'il faut savoir on a beaucoup échangé cette dernière semaine depuis que tu es là. Et j'ai remarqué énormément de similitudes dans ton parcours avec le mien. Et donc, alors, tu te fais former dans la fibre optique à Paris. Est-ce que tu commences à travailler directement là-bas ou est-ce que tu quittes Paris pour aller à Toulouse et en faire ton métier réellement? Alors, je suis resté 1 an sur Paris. J'ai été formé donc, par quelqu'un qui m'a présenté du coup son patron parce qu'il était salarié de cette société-là. Ensuite, je suis entré en contrat directement. Je suis resté quelques mois en contrat et de là, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour ce patron-là, justement, donc un contrat en sous-traitance. Ça lui posait aucun problème. Donc en définitive, voilà, j'ai travaillé pour lui pendant 2 ans sur Paris. Et de là, j'ai eu des opportunités à l'extérieur, donc Bourg-en-Bresse, Lyon, Limoges, Bordeaux et Toulouse. Voilà, c'est pour ça que en passant par Bordeaux, je me suis arrêté à Toulouse. Et j'ai bien aimé la ville, à savoir également que j'ai de la famille voilà, sur Toulouse. Et là où commencent les réels problèmes, entre guillemets. Tes réels débuts, parce que bon, les problèmes, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ces problèmes, on va l'apprendre après au fil du Bien podcast, sont transformés en une belle finalité. Et encore, tu n'es pas à la fin de ton parcours. Tout à fait. Donc, tu t'installes à Toulouse, tu choisis Toulouse, tu avais le choix entre plusieurs villes, tu t'installes à Toulouse, parce que déjà, apparemment, Toulouse, j'ai jamais mis les pieds à Toulouse, pourtant j'ai beaucoup d'amis toulousains. Je vous passe le bonjour d'ailleurs. C'est une belle ville. Pour ceux qui vont se reconnaître, bien sûr. Donc, tu t'installes à Toulouse et ça se passe comment pour toi alors? Écoute, je m'installe sur Toulouse. Donc, en définitive, je m'associe avec un membre de ma famille sur ce, entre guillemets, projet parce que, comme je t'ai dit juste avant, j'étais en auto-entrepreneur. Donc, l'idée, c'était un peu voilà, d'évoluer dans la vie. Et donc, il y a un membre de ma famille donc, qui m'a proposé de créer une société en association, etc. Donc, pour faire grossir justement la chose. Et en définitive, donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a créé la société, on a eu quelques contrats, d'accord. Si je me souviens bien, quand je suis arrivé sur Toulouse, ils venaient tout juste de développer la fibre optique. Donc, personne ne connaissait. Il fallait qu'ils aient du coup des personnes compétentes dans ce domaine. Et c'est ce qui a fait notre force, hein, c'est qu'on est arrivé, qu'on a proposé nos services. Et donc de là, on a débuté l'activité. Et là, c'était en plein boom. Clairement, c'était en plein boom. En termes de timing, tu ne pouvais pas faire mieux en fait. Exactement. Je suis arrivé pile poil à l'ouverture du déploiement. Tu vois. Voilà. Et donc, tu t'associes avec un membre de ta famille. C'est ça. Donc, au début, quand tu te lances, alors en termes d'investissement, est-ce que tu as directement fait les choses en grand? Tu as acheté un camion, du matériel? Exactement. C'était du 50-50 déjà quand je suis rentré en association. Bien évidemment, ce n'était pas contractuel parce qu'à l'époque, je me foutais un petit peu des papiers. Tu sais, à l'époque, c'était un peu... je voulais juste aller charbonner sur le terrain. Voilà. Ouais, donc c'est ça. Et donc, effectivement, voilà, on a vu les choses en grand. Donc, je travaillais du matin au soir, hein, clairement, parce que c'était un contrat qu'il fallait honorer haut la main. Et chose que, pour moi, ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai validé. Mais voilà, il fallait s'en donner les moyens. Donc, je travaillais du matin au soir, non-stop. Je me levais à 6h, je rentrais chez moi, il était 22h30, 23h. Donc, on travaillait énormément. On formait énormément de monde, donc je formais énormément de monde. Donc la société commençait à grandir, à se développer petit à petit. Et au final, voilà, ça marchait très très bien.
Et le membre de ta famille, il faisait quoi dans cette société? Il était sur le terrain avec toi ou il était plus dans les bureaux? C'est plus dans le business, c'est un businessman. Lui, c'était plutôt partie bureau qui s'occupe Développement de la société. Ouais. C'est ça. Plus planification des interventions, etc. D'accord. Et au final, donc, ça s'est fini comment cette histoire? Mais en définitive, donc, tu sais, à un moment donné, à l'école, on reste des humains, hein. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Le problème, c'est que moi, je me donnais à fond dans mon travail. Mais quand je te dis à fond, c'était, je comptais pas les heures. Je voulais vraiment, voilà, réussir quelque chose. Et au final, voilà, à un moment donné, j'ai eu énormément de fatigue. Donc, j'étais à la limite du burn-out, hein, clairement. Et donc, je me suis posé pour discuter avec le membre de ma famille, donc pour lui expliquer qu'en définitive, j'en pouvais plus d'être sur le terrain. Aujourd'hui, la société donc, a grossi plutôt bien, donc c'est bien, mais que c'était un petit peu compliqué pour moi de continuer à ce rythme-là. À ce rythme-là. Ça s'est mal passé, voilà, clairement, parce que c'est vrai que je faisais rentrer beaucoup de chiffres, donc ça s'est mal passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà, ça c'est bien un sûr, peu vraiment plus côté personnel et familial, mais ça s'est mal passé. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Voilà. D'accord. Absolument sans rien, parce que contractuellement parlant, j'ai rien signé. J'avais aucune part dans la société. D'accord. Voilà. Comme quoi, tu vois, ça c'est une première leçon, et même j'ai envie de te dire, il y en a une qui vient avant, le fait de devoir signer, même si c'est avec la famille, avec un ami. Le travail en famille, c'est jamais bon en général. C'est très très dur. Rares ceux qui arrivent à faire du business sur le long terme en famille. Il y en a, hein. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi, mais il y a plus de personnes qui se sont déchirées. Tu sais, dès qu'il y a du business, dès qu'il y a de l'argent. Moi, en tout cas, j'aime pas travailler en famille, malheureusement. Hein. C'est dommage, mais vaut mieux. Moi, je préfère préserver les relations familiales parce que voilà. Mais au final, donc, tu es parti de zéro avec cette personne-là. J'étais jeune, donc à l'école, j'y connaissais rien, moi, à ce moment-là, tu sais. Comme je ouais, dit, non, bien sûr. C'était le terrain, mais voilà. Mais au final, donc, toi, tu t'es dit, c'est la famille, confiance. Toi, t'as pas cherché à comprendre, tu as essayé de tout arracher, tu t'es sacrifié, tu n'as pas compté les heures, tu as fait passer tout plaisir, toute distraction pour faire grossir la boîte. Hein. Je pense qu'après, peut-être, tu me dis si je me trompe, mais tu pensais même pas à l'argent qui rentrait. Toi, ton but, c'était vraiment de pousser le truc. Quoi. Honnêtement, non, parce que voilà, déjà, je regardais même pas le chiffre qui est rentré. Je savais que c'était un très bon contrat qu'on avait signé. Je savais que voilà, j'étais l'un des salariés, parce que j'étais salarié de la société, attention. Donc, j'étais l'un des salariés qui a rapporté le plus de chiffres, hein, clairement, parce que je me donnais du matin au soir. Mais l'objectif, c'était effectivement de faire grossir la boîte et en faire quelque chose plus tard. Et à aucun moment, toi, tu t'es dit, faudrait que je commence à faire des papiers parce que là, ça commence à prendre de l'ampleur. Non, toi, tu étais en mode famille, confiance. C'est ça, exactement. Oui, déjà, écoutez, ça, déjà, c'est une première leçon qui est super importante, que ce soit avec un ami, avec un membre de sa famille. Toujours faire des papiers parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Même demain, by charge, tu peux mourir. Tu vois, tu peux mourir et donc derrière, tu peux, tu vois. De toute manière, on apprend nos erreurs. Hein, et puis ça, pour moi, j'en ai aucun regret parce que mine de rien et malgré tout ce qui s'est passé, même si voilà, il y a eu des conflits, il y a énormément de choses qui s'est passé avec cette personne-là, j'ai beaucoup appris parce que c'est quelqu'un quand même d'assez âgé qui a fait du business et j'ai quand même appris voilà des choses. Donc j'en tire que du positif dans cette histoire-là. Et voilà, après, c'est vrai que c'est la suite qui a été très, très compliquée pour moi. Alors, dis-nous tout, raconte-nous la suite. Mais écoute, quand ça s'est arrêté, comme je te disais tout à l'heure, du jour au lendemain, je me suis retrouvé donc, sans rien, absolument rien. Donc, j'ai demandé de l'argent à mes sœurs, d'accord ? Parce que je me suis dit, à un moment donné, je ne peux pas retourner sur Paris sans rien avoir, parce que j'ai quitté quand même ma famille là-bas. J'ai fait un peu le tour de France, comme je t'ai dit. Et au final, je me retrouve à Toulouse et je me vois mal repartir à Paris en leur disant que ça n'a pas marché pour toi. Ça n'a pas marché, exactement. Donc, à cette époque-là, je demande de l'argent à mes sœurs, donc, qui ont la gentillesse de me prêter un certain montant, parce que j'avais une idée en tête. J'ai un ami à moi, un très très bon ami à moi, qui lui a ouvert un haut tacos sur Paris, d'accord ?
Et il avait un salarié à lui, donc en définitive, imagine l'idée. Hein. Il avait un salarié à lui qui a travaillé donc, chez la première chaîne de hauts tacos et qui avait la recette de la sauce fromagère. Ok. Donc quand il me dit ça, moi directement, ça tire dans ma tête, je me dis, ah, la sauce fromagère de hauts tacos, à l'époque, c'était quelque chose. C'est toujours le cas. Fais attention, hauts tacos, c'est mon ami. Je veux pas de problème juridique ici. Attention, c'est toujours le cas. C'est très bon. Mais j'ai l'idée automatiquement qui vient en tête. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Donc j'appelle mon ami, je lui dis, écoute, voilà, j'ai quelques problèmes, etc. Est-ce que tu peux me former à faire des tacos, tout simplement? Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc je fonce à Paris. Je reste 3 jours donc à être formé, hein, comment faire des tacos, etc. Donc la formule de A à Z. Et avec l'argent que mes sœurs m'ont prêté, j'ai acheté du matériel de cuisine. J'ai trouvé donc sur Toulouse un petit box, c'est un tout petit local. Hein. Je ne vais pas abuser, mais il faisait peut-être 8 mètres carrés. D'accord. C'était un petit local avec une petite mezzanine. Donc, et à ce moment-là, je rénove un peu le local parce que c'était vraiment c'était insalubre. Ouais, tu m'as montré les photos. En fait, c'était un local brut. C'était brut. On voyait encore les. C'est ça. Même c'était sale partout. Enfin, il y avait des encombrants dans tous les coins. C'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai rénové ce local-là de A à Z, hein, placo, électricité, peinture, tout ce que tu veux. Ce matériel-là que j'ai acheté, donc matériel d'occasion, que j'ai mis en place, et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec. Voilà. Donc, en gros, tu te laisses pas abattre, tu te fais prêter de l'argent par tes sœurs, tu montes à Paris apprendre la recette de hauts tacos, c'est clairement. Bon, après, je te mens pas, faire un taco, c'est pas ce qui est le plus sorcier, c'est sûr que c'est dans la sauce où... C'est très facile. C'est dans la sauce que tout se passe. Exactement. Tu redescends à Toulouse, tu chines sur le bon coin du matériel d'occasion, tu trouves un local, tu le retapes de tes mains, et là, tu te dis, let's go, on va faire du tacos à Toulouse. C'est ça. Si tu veux, moi, je voyais... À chaque fois que j'entame un projet, je vois le projet en grand. Donc, même ma femme, on en reparle aujourd'hui, elle rigole parce que... à ce moment-là, je lui disais, écoute, moi, les livreurs, je veux qu'ils soient en costard et tout. J'étais loin dans mon délire. Mais au final, c'est bien de voir les projets assez loin parce que, en définitive, ça m'a permis d'accomplir pas mal de choses. Donc, quand j'ai ouvert, à savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas de logement, je suis allé à Decathlon, j'ai acheté un matelas gonflable et je dormais donc, dans ce local-là, entouré de la gazinière, des frigos, etc. etc. Et donc à ce moment-là, ce que je fais, je me dis, bon, il me reste un petit peu d'argent que mes sœurs ont prêté. Je me suis dit, je vais mettre tout sur le marketing. Donc, j'ai lancé une com en disant, à telle date, une fois que le local sera prêt, à telle date, tacos gratuit pour tout Toulouse. Tout Toulouse? Tout Toulouse. J'étais optimiste. Hein. T'as pas fait les 50 premiers ou les 100 premiers? Non, j'ai vraiment, pour le coup, on avait lancé, il me semble, 600 tacos. 600 tacos? 600 tacos. C'était à la chaîne, hein, je me souviens, voilà. Il y avait du monde qui m'aidait par rapport à ça. Donc, c'était à la chaîne. Et donc, j'avais acheté 3 véhicules. Moi, mon concept, c'était ça. Donc, aujourd'hui, ça existe maintenant dans toutes les villes de France, quasiment. J'avais fait 3 véhicules dans chaque secteur, donc un véhicule dans chaque secteur avec un four à l'arrière qui est branché justement au système électrique du véhicule et remplir le four justement avec les boissons à côté, etc. Et donc on distribuait des tacos sur toute la ville. D'accord, moi j'avais vu ça à Paris à l'époque sur les quais de Seine, sur les quais d'Ivry. Ouais. On voyait les gars, ils avaient le coffre, il était chargé. Et après, c'est vrai que ça s'est beaucoup fait. C'est incroyable ce que tu as fait. Donc, déjà, le fait de ne pas avoir de logement, le fait de t'être fait prêter de l'argent par tes sœurs, tu n'avais plus trop le choix, il fallait que tu réussisses. Exactement. Donc, tu t'es donné les moyens de le faire. 600 tacos. Ah ouais, non, c'est sûr que tu as dû faire du bruit. Et franchement, tu vois comme quoi c'est une vraie méthode de marketing, ça, la gratuité. C'est ça qui a fait exploser. J'avais un compte Snap à cette époque-là, je l'avais créé et c'était énorme. Ça avait explosé. J'avais 3 téléphones pour 3 secteurs différents et les 3 sonnaient en même temps, mais sans arrêt. C'était énorme. C'est une dinguerie. Ouais, c'était énorme. Et ça a fait augmenter du coup le nombre de vues sur les réseaux, etc. Et de là, donc à partir du jour d'après, là on a pu commencer, j'ai pu entamer
le vrai business, donc vente de tacos. D'accord. Et là, ben, j'imagine que si tu avais 3 téléphones qui sonnaient à plein temps, ben, moi je connais un petit peu la restauration. Quand tu n'es pas en train de cuisiner, tu es en train de faire les courses. Donc là encore, tu as dû faire des vrais sacrifices en termes de temps. Ça devait être une dinguerie aussi, non? Alors moi, j'y connaissais rien à la restauration avant d'aller faire la formation, hein, honnêtement. Et puis, ça m'avait jamais intéressé. D'accord? Mais je me suis dit, pourquoi pas? Il y a quelque chose à faire. Surtout que Toulouse, voilà, niveau restauration, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais à l'époque, donc, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et, euh, et oui, effectivement, ouais, Et donc là, ça a bien marché. tu travailles tellement qu'un jour, tu lances ta fromagère. Exactement. Et en définitive, donc, c'était énormément de fatigue. Énormément, parce qu'on faisait donc, le midi et le soir, donc de 20h à 5h du matin. Donc, c'était énormément de fatigue. Et ben, ce que je faisais, c'est j'installais mon matelas gonflable juste en dessous de la gazinière, hein, et je dormais à cet endroit-là. Donc, pour lancer, ce qu'il faut savoir, c'est une sauce fromagère, ça met à peu près entre 4 et 6 heures, voilà, pour avoir une très très bonne sauce fromagère. Avec beaucoup de volume, hein, bien évidemment. C'est une molokhia ou une sauce fromagère? Non, mais c'est ça, c'est vrai. Pour avoir du grand volume en sauce fromagère, ça prend du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut touiller donc, toutes les 30 minutes. Donc, toutes les demi-heures, il fallait touiller. Et au début, donc, ça se passait super bien. Je mettais mon réveil, parce que le soir, je dormais, je lançais à 4 heures du matin la sauce fromagère. Donc, une fois que le service était terminé à 5 heures, je me couchais. Toutes les 30 minutes, je me levais pour touiller la sauce fromagère pour le midi. Donc, et un jour, ben, forcément, avec la fatigue, tu t'endors et Panne de réveil. panne de réveil. C'est compliqué. Donc, je me réveille en stress parce que je ne savais plus combien de temps ça faisait et je ne voulais pas rater la recette parce que c'est vrai que quand tu la rates, tu ne peux plus ouvrir ton service du midi, donc tu es foutu. Et je me lève donc en stress, je me lève sur la gazinière pour touiller. Et comme c'est resté donc 2 heures sans touiller, eh ben, ça a explosé. Tout a explosé. Donc là, tu as la sauce fromagère qui est remontée, qui m'a brûlé le visage, les mains. J'étais tout seul à ce moment-là. Et j'avais l'hôpital pas loin, heureusement. Donc je sors brûlé, hein, vraiment brûlé. Je souffrais, quoi. Et je prends la clé de la voiture et je roule jusqu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, il se passe quoi? Ils me mettent dans une baignoire, hein, avec l'eau froide, l'eau congelée, et on me verse de l'eau dessus. Et après, ben, petit à petit, hein, les soins, etc., etc. Elle était bonne la sauce sur le coup là? Parce que là tu l'as goûté là, Je l'ai pour le goûté coup. de très près. Et dis-toi, donc, tu sais, à l'hôpital, ça va vite, hein, ils te mettent des sortes de pansements, etc. Et je suis ressorti l'après-midi. Je suis ressorti l'après-midi, mais avec voilà, des bandages partout, ça n'avait rien de rester. Et t'es retourné travailler? Et je suis retourné travailler. Ah, je savais que tu allais me dire ça. Exactement. Je suis savais. retourné travailler. Et au final, donc, cette histoire de tacos, cette aventure de tacos, elle se termine comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, comme je t'ai dit, j'ai pris un petit box, mais quand je l'ai pris, donc je l'ai pris un particulier, mais sur le contrat, je l'ai pris pour du rangement. Je ne pouvais pas lui dire que j'allais faire de la restauration. J'avais des voisins au-dessus, c'était juste au-dessus d'une tour. Et je ne pouvais pas lui dire que c'était pour de la restauration. Donc, j'ai fait ma propre extraction, j'ai mis une hotte, j'ai tiré des gaines, je l'ai fait sortir à l'extérieur pour que ce soit voilà, discret. Mais c'était un peu compliqué parce que je me suis fait ami avec le gardien à ce moment-là et je lui ai dit, écoute, viens manger des tacos tous les soirs, c'est pour moi. Par contre, je compte sur toi s'il y a un problème ou quoi que ce soit, voilà, si tu sais qu'il y a la police qui va venir ou peu importe. Kriacha. Ouais, exactement, il faut absolument que tu me préviennes. Et un soir, ah oui, à savoir que voilà, c'est resté une bonne partie, hein, et du coup, j'ai pris un appartement à ce moment-là, etc. Donc, c'était impeccable. Et un soir, le gardien il vient me voir, il me dit, écoute, c'est un peu chaud. Donc, tu as les voisins qui voient les voitures arriver, charger, repartir, etc. Ils m'ont prévenu et ils ont prévenu la police. Ça sentait pas bon pour toi? Ça sent pas bon. Un conseil que je te donne, pars d'ici parce que s'ils viennent et qu'ils se rendent compte ici, c'est un four à tacos, c'est compliqué. Ça a duré combien de temps, ça? Avant que tu aies cet avertissement? Ça a duré peut-être 5 mois, 5-6 mois. Quand même, ouais. Ouais, ça a duré. Bah, on a été discret, hein. On a été discret, mais à un moment donné, ça y est, ça pouvait plus durer.
Et donc, alors, il te dit fais attention. Et donc, il me dit fais attention. Donc, il me dit ça vers les coups de 19h, hein, juste avant le service. J'annule tout. Je vais chercher un camion. Et je charge tout dans le camion. Tout le matériel. Je débranche tout, je charge tout dans le camion. Mais je ne pouvais pas arrêter l'activité. Parce que faire tout ça, et au final, te retrouver à... Surtout que j'avais du monde qui sollicitait, j'avais des réservations, des commandes tous les soirs. Et je me suis dit, bon, et je mets un message donc, sur les réseaux, fermeture exceptionnelle. Et je mets tout dans le salon de l'appartement que je louais. Je tire des câbles électriques pour renforcer un peu les lignes, etc. Donc des planchas, parce que c'est vrai que les friteuses, etc., ça consomme énormément. Et j'en fais un labo. Voilà. D'accord. Donc juste à côté de la chambre, j'en fais un labo. D'accord. Et là, bon, là, tu te dis que ça peut pas... Tu peux pas... Mais là, à ce moment-là, si tu veux, comme je t'ai dit, la restauration, il faut tenir le coup parce que c'est très compliqué. Et à savoir qu'à ce moment-là, il y avait deux personnes, il y avait deux concurrents qui faisaient du fast-food. Mais je leur ai fait énormément d'ombre. Parce que, faut dire ce qui est, sans aucune prétention, mais les tacos, c'était très très bon. Un soir, donc j'envoie les livreurs. Parce que moi, je suis au niveau de la plancha, hein, je prépare tout, etc. Et j'envoie les livreurs. Et je me pose, donc j'avais un balcon, je me pose au niveau de mon balcon et je dis comme ça, vraiment sur un coup de tête, je me dis, pourquoi pas vendre, essayer de vendre du moins le concept. Et j'appelle un concurrent direct. Et donc je me présente, je dis je voudrais parler au gérant, il me dit c'est moi. Je lui dis écoute, voilà, je me présente, je compte vendre la société, donc le concept, est-ce que ça t'intéresse? Et lui, il était choqué au téléphone parce qu'il me dit je vois quitter, ça fait du bruit ce que tu fais, mais pourquoi tu veux vendre? Je lui dis parce que honnêtement, la restauration, c'est pas pour moi. Et je sais que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, si ça t'intéresse, il n'y a pas de souci. Il me dit t'es où? Je lui dis on voit l'adresse. Il me dit j'arrive de suite. Le soir même, j'ai vendu la société. Incroyable. Incroyable. Ouais. Ça t'a fait du bien quand tu l'as vendu? Ah ouais. J'ai pu rembourser mes sœurs. J'ai pu m'acheter un camion. Et j'ai pu reprendre l'activité de la fibre. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur le contrat que j'avais signé avec la société que j'avais avec le membre de ma famille, c'était un très bon contrat et j'ai toujours gardé des très bons liens avec ces personnes-là. D'accord, donc, en fait, les anciens partenaires que tu avais... Les donneurs d'ordre, j'ai toujours gardé un très bon lien avec eux, donc j'ai pas eu de mal à signer mon contrat. D'accord. Donc là, le tacos, c'est fini, on rachète un camion et on revient... Tout à fait. On revient à la fibre, mais là, par contre, tout est à toi, tout est à ton nom, exactement. Tout est carré. Et donc là, c'est parti. Hein. Camion, matériel. Et je me dis, let's go. Donc c'est à ce moment-là que je me lance à fond dans l'activité, du matin au soir, comme je faisais auparavant, mais avec encore beaucoup, beaucoup plus de motivation. Ben ouais, c'est normal. Là, c'est ton bébé, tu te dis, go quoi. Donc je crée la société, etc. Et là, grosso modo, c'était en quelle année ça? Alors, 2018, donc 2019. 2019, c'est ça. Tu te lances, tu cartonnes. Là, ce que je mets en place, donc en définitive, c'est je forme du monde. Je forme des personnes. Il y a des personnes qui avaient quitté l'ancienne société et qui m'appréciaient énormément aussi, donc, et qui ont su que j'ouvrais ma structure, qui sont venus aussi travailler avec moi. Et de là, donc, je prends des salariés. Petit à petit, je grossis la boîte. Voilà, je grandis petit à petit. Tout se passe bien, tu as des contrats, tout se passe, tout est fait en temps et en heure. Donc là, voilà, le business se porte plutôt bien. On fait pas mal de chiffres d'affaires. Donc là, vraiment, je relève la tête bien comme il faut et j'avance correctement. Et donc cette boîte-là de fibres, tu l'as toujours? Au jour d'aujourd'hui, tu l'as encore? Je l'ai toujours et elle est en pleine expansion encore une fois parce qu'on s'est diversifié et voilà, on s'est mis dans d'autres activités en parallèle. Alors dis-nous en plus si ça ne te dérange pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Toulouse, donc, j'ai ouvert une fois que quand j'ai ouvert ma société, on a vu qu'en définitive, il y avait un besoin, il fallait ouvrir des boutiques d'achat de matériel. Parce que là, il y avait de plus en plus d'acteurs qui rentraient sur le marché. Donc j'ai ouvert une boutique
qui vendent du matériel en physique, très important. Ça marche bien, parce que c'est toujours d'actualité, ça marche plutôt bien. Quand on a vu que la fibre, c'était devenu un peu plus compliqué, surtout les contrats, et devenait un peu plus dur qu'avant, j'ai un peu pris les devants et je me suis lancé dans l'énergie. Plus précisément dans les installations de bornes électriques pour les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, etc. Voilà. Donc, Incroyable. on a signé des exclusivités, on a fait des formations et aujourd'hui, on travaille très bien sur l'énergie. Donc, si je résume, donc, la boîte de fibre optique que tu as relancée en 2019, tu l'as toujours, tu développes, tu t'agrandis. Derrière, tu as vu qu'il y avait un réel besoin pour le matériel. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es un des leaders dans la vente de matériel pour les... En France, non, pas du tout. À Toulouse, je suis le seul. À Toulouse, tu es le seul. Donc, oui, à Toulouse, donc tu es le seul. Et c'est une grande ville, Toulouse. C'est une grande ville et il y a énormément de besoins. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ce marché-là. Voilà. Maintenant, tu as vu que ça commençait à être un petit peu saturé. Tu as anticipé encore une fois. Et je pense que là aussi, tu es aussi tombé au bon moment. C'est ça. En termes de timing. Le premier wagon. Parce que ça venait de commencer sur la région toulousaine. Donc, borne pour charger les véhicules, panneaux solaires. Thermostat connecté. Là, c'est assez récent. Puis voilà. Et puis en parallèle, j'ai monté un garage. En parallèle de tout ça, j'ai monté un garage donc, pour les voitures de luxe. On fait les ciels étoilés. Ici sur Dubaï, c'est assez classique. Mais là-bas, il n'y en a pas énormément. Donc pareil, j'ai fait une formation dans ça. Parce que ça, c'était plus un concept pour mon plaisir personnel. Parce c'était un kiff. Tu aimais bien le concept. J'aime énormément les véhicules, donc les voitures. Donc là, je me suis fait mon petit truc aussi. Et franchement, j'ai vu ton garage, tu me l'as montré, il est incroyable, il est magnifique. Merci. Alors, l'histoire, elle est magnifique. Maintenant, t'imagines que si on résume, mine de rien, tu es né en Tunisie, tu pars sur Paris, tu grandis sur Paris, tu te lances dans la fibre optique à cause des problèmes de circulation. Tu es obligé de te lever très tôt. Tu cherches à te réchauffer dans des laveries automatiques. C'est ça. Donc tu lâches pas l'affaire. Tu vas sur Toulouse. Tu travailles avec un membre de ta famille. Malheureusement, ça se passe mal. On va pas se mentir, il t'a... Voilà. C'est ça. Ouais, il te l'a mise. C'est ça. Derrière, tu lâches pas. Tu achètes tu prends un local. Un local de 8 mètres carrés. Tu le retapes de tes propres mains. Tu achètes des machines, tu te fais prêter de l'argent. Tu fais des tacos alors que c'est pas du tout ton truc, mais tu montes à Paris te former. C'est ça. Tu descends, tu casses tout, tu arrives des mésaventures, tu te brûles. Tu as le gardien qui te donne un vrai avertissement. Là, tu as été réactif. Tu prends, tu as créé un snack chez toi. C'est ça. Et un beau soir, tu t'es dit, il faut que je vende. Ce qui est marrant, c'est que là, tu m'en parles, tu vois, par exemple, du fait que j'ouvre le labo dans mon salon. J'avais tous mes voisins qui toquaient à la porte pour prendre leur tacos. C'est incroyable. C'est incroyable. Au final, tu retournes dans la fibre optique. On va pas se mentir, tu arraches tout. C'est ça. Tu arraches tout, tu développes, tu ouvres une boutique. Tu sais t'adapter au marché, à l'offre et la demande, tu vas dans l'énergie. L'histoire, elle est incroyable. Mais, par exemple, la première fois, alors, mis à part quand tu es sur Paris, qu'il fait froid, que c'est un petit peu compliqué, là, tu es jeune, tu as les dents, rayent le sol, donc c'est pas, tu vois, ça, c'est pas un souci. Mais par exemple, quand ton oncle, ton cousin, je ne saurais pas te dire, quand le membre de ta famille, clairement, il t'a... Voilà, bon, on s'est compris. C'est quoi qui fait que tu as encore l'envie de continuer, l'envie de te battre? Encore une fois, j'ai jamais baissé les bras. J'ai jamais baissé les bras dans le sens où, encore une fois, par exemple, moi j'ai quitté, quand je te dis, Paris très tôt. Donc voilà, j'ai volé de mes propres ailes à ce moment-là. Donc il fallait que je me prenne mon logement, il fallait que je me débrouille tout seul, que je me fasse à manger, etc. etc. Et pour moi, c'était impossible que, comme je te disais tout à l'heure, que je revienne à Paris sans avoir réussi quelque chose. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est une source de motivation. Après,
ça c'est peut-être un conseil aussi à donner donc, aux personnes qui te suivent de près, il ne faut jamais baisser les bras parce que à partir du moment où tu es NIA, donc tu pars droit, à partir du moment où tu fais les choses correctement, que tu ne voles personne, que tu restes droit dans tes bottes, que tu manques de respect à personne, que s'il y a un problème, tu préfères donc éviter ce problème-là que l'affronter dans le sens où si on t'insulte, je préfère me mettre en retrait, mais voilà, avoir au moins ma tranquillité que rentrer dans des débats où voilà, ça sera des histoires sans fin. Une fois que tu as compris tout ça, je pense que tu as tout pour réussir, honnêtement. Après, si je peux me permettre, je pense qu'il y a un facteur très important qui a fait sûrement ta réussite aussi. J'ai eu l'honneur de rencontrer ton épouse pendant tes vacances à Dubaï. Exactement. Ouais. Et pour être honnête avec toi, c'est la première fois, vraiment c'est la première fois que je rencontre un couple aussi, je ne vais pas dire fusionnel, complice, je ne saurais pas te dire le mot là comme ça, mais j'ai vu déjà dans nos premiers rendez-vous que tu parlais souvent de ta femme. On parlait business, on parlait de pas mal de choses. Tu mettais souvent en avant que ta femme, elle était très proche de toi dans les conseils. Parce qu'on a tout fait ensemble. Ouais. Donc depuis le début, on a toujours été ensemble. Et donc oui, au final, tu m'en parlais beaucoup. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu que vraiment que tu lui faisais confiance et que tu lui donnais de l'importance dans ses décisions. Mais j'ai vu aussi qu'elle te faisait confiance. J'ai vu, et ça c'est important, tu sais. Moi je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont du potentiel, peut-être un meilleur potentiel que toi et moi, bien sûr, mais qui n'ont malheureusement pas pu exploiter ce potentiel parce que des fois quand tu as une femme qui, des fois par bienveillance, des fois par de la simple bêtise, te tire vers le bas. Je pense qu'il y a des mecs qui avaient le potentiel à finir comme Elon Musk, ils ont fini comme Al Bundy, pour ceux qui connaissent Al Bundy. Mais franchement, ça m'a beaucoup interpellé. La relation que tu as avec ta femme et le fait que ta femme, elle est vraiment là pour t'épauler et pour t'aider. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout du fait qu'elle te fait confiance. Elle te fait beaucoup confiance et qu'elle te laisse faire un petit peu les choses comme tu as envie. Mais toi, ce qui est bien, c'est que c'est pas elle qui te demande, j'ai l'impression, c'est toi qui lui demande conseil. Exactement. Et tu n'as pas de mal avec ça. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, si j'ai réussi, entre guillemets, c'est grâce à elle, parce qu'elle m'a toujours relevé vers le haut, elle m'a toujours apporté du soutien. Et tu sais, quand tu as quelqu'un qui croit en toi, ça change toute la donne. Bien sûr. Qui te motive au quotidien et qui te dit t'inquiète pas, ça va le faire, ça change tout. Mais franchement, crois-moi que ça m'a vraiment interpellé. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup. Et après, on expliquera comment on s'est rencontrés. Mais lors de nos premiers rendez-vous, tu me parlais beaucoup de ta femme. Alors au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être quelqu'un qui limite, qui doit demander l'autorisation à sa femme. Mais en fait, j'ai très vite compris, dans la suite de notre relation qu'on a eue, du fait que tu me racontes ton histoire, que tu me racontes tes bonnes et mauvaises aventures, que ta femme, elle avait un rôle très important dans ta réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je travaillais avec le membre de ma famille en question, je faisais des interventions. Et c'est de là où j'ai rencontré, je faisais une intervention donc, chez ma belle famille. Et c'est de là où j'ai rencontré ma femme. Voilà. Et du coup, elle m'a suivi donc, dans toutes mes aventures. Et à partir du moment où tu tombes au plus bas et que la personne est toujours avec toi, là, tu peux que aller vers le haut. Hein. Tu peux que monter en puissance parce que tu pourras pas descendre plus bas. Tu sais, dormir sur un matelas gonflable et qu'elle te rejoigne pour cuisiner, pour vendre des tacos, alors qu'elle peut très bien rester chez elle, elle a son cocon familial, elle a son... Voilà. Elle est plutôt à l'aise. Mais derrière, quand tu vois que la personne elle te suit à fond dans tes aventures, ça, c'est super important. Ah ben, bravo. Bravo. Ben, en tout cas, c'est une très, très belle histoire. Au jour d'aujourd'hui, on ne va pas parler de chiffres, mais tu es content de tes sociétés ? Clairement, oui. Après, on peut toujours faire mieux. Mais aujourd'hui, voilà, je me donne les moyens. Je me lève très tôt le matin. Je rentre très tard le soir. Même si voilà, j'ai une vie familiale, même si j'ai ma femme, j'ai mon enfant. J'ai toujours cette niaque donc de vouloir toujours faire plus. Bien évidemment,
dans les règles de l'art, hein, toujours avec du sérieux. Mais voilà, je lâche rien. Je lâche rien et je suis très satisfait aujourd'hui de là où j'en suis par rapport à avant. Voilà. Et donc là, nous si on s'est rencontrés, donc déjà, ça fait un moment que tu me suis sur les réseaux sociaux. Tu m'as sorti des captures d'écran de 2021. Exactement. Ça fait un moment que tu me suis. Ça fait un petit moment. Et je ne saurais pas te dire comment je suis tombé sur toi. Mais dès le premier jour où j'ai commencé à te suivre un peu sur les réseaux, voir le contenu que tu faisais, donc c'est là où je me suis dit, ah, voilà quelqu'un qui raconte pas de bêtises. Et ça, c'est super important parce que j'ai direct accroché, j'ai direct, du coup, forcément, suivi les aventures. À savoir que moi, j'ai toujours voulu aller vivre à l'étranger. J'espère qu'un jour, je réussirai à le faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais c'est vrai que le contenu que tu proposais, il était très intéressant. D'accord. Tu venais de t'installer sur Dubaï, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là. Ouais, ça fait 4 ans alors que tu me suis. Exactement. Et donc au final, tu m'as suivi. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait la story sur les créations de société, la story t'a plu, tu m'as contacté. Donc carrément, tu as contacté Saïd. C'est ça. Le bras long. Dalsim. Dalsim, c'est ça. Dalsim. Et donc quand tu as fait le rendez-vous avec Saïd et Mehdi, mon associé, tu m'as demandé si on pouvait se voir aussi pour discuter d'autres choses. Et au final, on s'est rencontrés. Déjà, tu as été satisfait par le service Très satisfait, honnêtement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait appel, toi tu le sais, mais bon, pour les personnes qui nous regardent, du fait que j'ai fait appel à tes services, c'est que je me suis fait avoir auparavant. Parce que j'ai déjà eu un pied, entre guillemets, sur Dubaï, j'ai essayé de faire quelques trucs. Parce que ton histoire, elle est incroyable. Ouais. Alors, il faut savoir, je vais vous expliquer cette histoire. Pourtant, j'ai vu des cas de figure ici. Mais là, pour le coup, en gros, tu ne le savais même pas, c'est nous qui te l'avons appris. Parce que Bralon, il a accès au système plus. En fait, toi, tu avais payé pour une création de société. C'est ça. Mais en fait, on t'avait vendu une société d'occasion. C'est comme si demain, tu vas chez Renault pour acheter une voiture neuve. Et en fait, on te vend une Twingo de 2013 parce que la société était de 2013. C'est exactement. Alors, tu as eu de la chance que cette société n'avait pas de problème. Mais au final, donc, on a pu voir ça. Donc, c'est incroyable ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que tu as été content du service Très content. Honnêtement, c'est pas parce que tu es en face de moi que je le dis, et je suis quelqu'un d'honnête. Très, très satisfait. Ça a été très rapide. Rapide et efficace, comme on dit. Voilà, donc, tout simplement. C'était impeccable aujourd'hui. Donc, j'ai tous mes documents à jour. Et je peux repartir, du coup, sur Toulouse, la tête... L'esprit tranquille. L'esprit tranquille. Et donc, toi, ton objectif, ça serait de venir vivre à Dubaï aussi. Inch'Allah, ça serait bien. C'est quoi qui te motive, qui te pousse à vouloir venir t'installer ici? Honnêtement, c'est un tout. À savoir que là, on a parlé, donc, entre guillemets, de ma réussite, mais aussi de ce que j'ai pu endurer. Mais il y a énormément d'histoires encore à raconter. J'ai été énormément déçu par l'humain. Pour résumer en 2 mots, c'est ce qui a fait aujourd'hui l'envie de venir m'installer ici. C'est surtout l'humain qui m'a un peu déçu, qui m'a énormément déçu. Et aussi pour pouvoir aussi donner des perspectives à ton fils aussi. Ça va avec, hein, parce que ça fait quelques semaines que je suis là. C'est la première fois que je viens avec mon enfant. Donc, et quand tu vois la qualité de vie que tu peux apporter à ton enfant ici, c'est incroyable. C'est pas en France que tu vas réussir à donner ça. Surtout au niveau de l'éducation. La langue, très très important. Ce qu'on lui apprend à l'école. Parce que quand tu vois aujourd'hui ce qui se passe en France, c'est un peu compliqué. La religion aussi, tu peux le dire, n'aie pas peur. Ah oui, non, mais la religion, ça c'est primordial. Parce que nous aujourd'hui, alhamdoulilah, on arrive à tenir sur cette voie-là. Mais c'est important aussi que... Voilà, te bride pas, on n'est pas sur des chaînes de télé françaises. Ici, on a Dubaï. Il n'y a pas de souci. On a Dubaï, tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est important. Mais je te confirme, moi, c'est ce qui m'a poussé aussi. Au-delà de... Parce que les enfants en priorité, mais même toi, ta qualité de vie, tu vas voir, tu vas kiffer. Moi, je le vois, hein, ça fait plusieurs fois que je viens à Dubaï et je suis jamais déçu. Écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'est gentil, merci. Un petit mot de la fin. Donc là, tu nous as raconté tes péripéties, ta réussite aussi, parce que, et encore, on ne va pas trop parler, mais tu reviens de loin et tu es en train d'aller très loin. Et Inch'Allah, que c'est que le début de ce long chemin glorieux.
Si tu aurais un conseil à donner pour une personne qui nous écoute ou qui va nous regarder. Il ne faut jamais rien lâcher. Honnêtement, comme je le dis, moi, mes salariés aujourd'hui, quand je fais des réunions, je fais des points souvent. Et tu sais, le salarié, il est un peu... parfois, voilà, je ne suis pas content parce qu'il y a ça, ou j'ai pas eu de prime, ou j'ai pas eu de ceci, cela. Je leur dis, les gars, c'est simple. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, vu que je connais la valeur du terrain, je sais à quel point c'est compliqué, je paye très bien mes salariés. Et s'ils tombent sur cette vidéo, ils ne pourront pas dire le contraire. Mais l'humain, il est compliqué. Le management, c'est très compliqué. Et à chaque fois que je fais des points, il y a toujours voilà, des salariés qui ils en veulent toujours plus. Et moi, je leur dis, les gars, c'est simple. Aujourd'hui, si vous voulez manger et nourrir votre famille, donnez-vous les moyens. Si vous voulez entreprendre, donnez-vous les moyens. Je ne serai jamais contre. Parce que je sais que voilà, chacun doit suivre sa direction, chacun doit suivre son chemin, et je souhaite pour tous la réussite. Maintenant, s'ils ne veulent pas, s'ils veulent faire couler la société, ne pas travailler, etc., ça, c'est leur décision. Et toi, quel conseil tu donnes concrètement? Je leur dis de charbonner, donc de jamais rien lâcher. Toutes les déceptions qu'ils peuvent avoir, au contraire, c'est une richesse qu'ils accomplissent, parce qu'en ayant une déception, en étant déçu par quelque chose, on apprend toujours. Donc, sans cesse, hein, à chaque fois qu'on a des problèmes, malgré les problèmes, il faut toujours prendre le côté positif là où ça n'a pas donné sens, là où ça n'a pas marché. Il faut prendre le positif et aller encore de l'avant pour essayer de faire quelque chose de grand. Voilà. C'est important, super important. Habib, franchement, c'était plaisant. J'espère que ton histoire va motiver. Je pense, parce que bon, on aurait pu faire un podcast de 3 heures. Il faut savoir que tu as un avion là, dans quelques heures. Ouais. Merci d'être venu. Merci de nous avoir raconté ton histoire. C'est gentil, merci pour l'invitation. C'est un honneur, honnêtement, moi qui te suis depuis un moment. Aujourd'hui, c'est un honneur de faire partie de... le plaisir est partagé, mon frère. C'est gentil. Et bientôt, Inch'Allah. Rentre bien en France. Barakallahu fik. Merci.